À Libreville, la coopération bilatérale était encore une fois au cœur des échanges entre le ministre des Affaires étrangères et le représentant de la Banque mondiale, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, ainsi qu'avec l'ambassadeur des États-Unis au Gabon, qu'il recevait hier en audience chez la Mebalé, Chris Rodolphe Lembonda. La rencontre entre le représentant résident de la BEDEAC et le ministre des Affaires étrangères a été marquée par des échanges sur divers sujets d'intérêt commun et le renforcement des liens de coopération entre le Gabon et cette institution financière sous-régionale. J'étais venu lui présenter mes civilités, comme on dit, et recueillir ses orientations, ce qui concerne le renforcement de la présence de la Banque de développement des États d'Afrique centrale au Gabon. Il y a un projet de construction d'un immeuble siège qui permettrait de renforcer la visibilité de la banque, mais également renforcer ce portefeuille en termes de qualité, en termes de le densifier, en termes de valeur. S'agissant de la rencontre avec l'ambassadeur des États-Unis, le diplomate américain est venu présenter aux membres du gouvernement le dossier concernant le rapatriement des ressortissants gabonais vivant aux États-Unis conformément au décret américain sur la protection du peuple contre l'invasion. Ce texte récemment adopté par l'administration américaine prévoit l'expulsion de certains ressortissants étrangers en situation irrégulière. Nous avons parlé par exemple de certains projets, y compris la visite de notre banque étatique de gouvernement des États-Unis, c'est-à-dire qui a été ici la semaine dernière pour voir divers projets de potentiel pour l'investissement. Ces deux audiences témoignent de l'intensité des relations diplomatiques et économiques entre le Gabon et ses partenaires. Le gouvernement réaffirme son engagement à défendre les intérêts de ses citoyens tout en poursuivant la coopération avec les institutions financières et les partenaires internationaux. Et de son côté, le ministre du Sport a devisé hier avec le représentant résident du programme des Nations Unies au Gabon en trame de fond les projets relatifs au développement du sport dans notre pays. On fait le point avec Charles Ogoula et Francis Mbonja. Le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement et le ministre en charge de la jeunesse et des sports ont passé en revue les programmes de développement que le PNUD doit concrétiser dans notre pays. Nous avons évoqué les perspectives de renforcement des liens de collaboration entre le ministère et le programme des Nations Unies pour le développement. Le ministre nous a challengé de manière extrêmement volontaire en faisant part des priorités de son ministère qui sont extrêmement stratégiques et très utiles pour toucher de près la jeunesse défavorisée, non scolarisée, qui vit dans des zones périurbaines ou dans la localité à l'intérieur du pays. Patrick Barbera Isaac, soucieux d'une politique nationale de la jeunesse, s'est appesanti sur une catégorie de jeunes souvent oubliés. Nous avons vu également par rapport au contexte actuel, quelles sont nos priorités à court terme et notamment qu'est-ce qu'on fait pour la grande frange de la jeunesse défavorisée. Ils ne sont pas éligibles à la plupart des programmes. Ils ont besoin qu'il y ait des programmes qui leur soient adaptés. Le PNUD œuvre à éradiquer la pauvreté et réduire les inégalités par des programmes de développement dans plus de 170 pays dans le monde. Le ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance, pour sa part, recevait en audience les représentants des collectifs des pasteurs et associations. À l'ordre du jour, la sensibilisation et le renforcement des droits des femmes et des enfants au Gabon. Alpha Ndomi Moussavou, Christla Maïnda. Les représentants des collectifs religieux et associatifs ont réaffirmé leur engagement en faveur du renforcement et de la protection des droits des familles lors d'une audience avec le ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance. Cette rencontre, marquée par des échanges fructueux, a mis en lumière l'importance d'une collaboration étroite entre les autorités publiques et les leaders religieux pour mieux protéger les plus vulnérables. Nous savons quel est l'état de nos familles aujourd'hui. Au lieu de rester dans la rhétorique, il faudrait que nous puissions rentrer dans les communautés, dans les familles, et les personnes qui sont habilitées à le faire, c'est les hommes de Dieu, c'est les autres, les associations, qui sont chaque fois
en relation, en communion avec la population. Les représentants des collectifs, quant à eux, ont exprimé leur volonté de s'impliquer davantage dans la défense des droits des femmes et des enfants. Nous nous sommes engagés à travailler en étroite collaboration pour essayer d'aller plus loin dans la lutte contre les violences basées sur le genre dans nos milieux religieux, dans nos milieux traditionnels, à l'école, pour essayer d'aider l'État à combattre à bras le corps ces fléaux. Alors ces projets, non seulement nous avons l'entraide que nous réalisons, et nous avons également des projets que nous avons mis en place avec elles, que nous allons discuter et étayer dans les jours à venir. Cette rencontre marque ainsi une avancée vers une synergie renforcée entre le gouvernement et les acteurs religieux, avec pour objectif commun la protection des familles et des enfants. En images, ouverture ce matin à Libreville de la réunion des parties prenantes sur l'éradication de la peste et petits ruminants en Afrique centrale. Les experts des questions de santé animale devront pendant 2 jours mettre en place des stratégies et des politiques afin de stopper la peste des petits rongeurs d'ici à 2030. Lardinguemaba, Richard Moubiwa pour le point. Première réunion des parties prenantes sur la sensibilisation et la création d'une prise de conscience sur l'éradication de la peste et petits ruminants en Afrique centrale. Les travaux se tiennent à Libreville au Gabon. Plusieurs experts de la région discutent des stratégies et politiques à mettre en place afin d'endiguer la pathologie. L'Union africaine coordonne les activités de l'éradication de cette maladie avec le financement de l'Union européenne pour une enveloppe de 8 millions d'euros en termes de renforcement des capacités des pays et surtout des communautés économiques régionales pour parvenir à l'éradication de cette maladie-là à l'horizon 2030. Véritable bourreau des éleveurs et paysans, la peste des petits ruminants est une maladie transfrontalière avec un impact socio-économique. Elle menace la sécurité alimentaire. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est pleinement engagée à vos côtés dans la lutte contre ce fléau, comme en témoigne notre soutien aux initiatives régionales et nationales qui visent à améliorer la surveillance, la vaccination et le contrôle de la PPR. Nous allons diffuser régulièrement des bulletins d'information zoosanitaires pour alerter les services vétérinaires de nos États membres en cas d'apparition des maladies animales à déclaration obligatoire et notamment la PPR. Renforcer l'engagement collectif, promouvoir une synergie des États et multiplier des campagnes de vaccination. Le Gabon, qui veut redorer son secteur élevage, compte bien redéfinir sa stratégie afin d'endiguer la PPR. Le Gabon, à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, réaffirme son engagement ferme à lutter contre la PPR aux côtés de ses partenaires régionaux et internationaux. Avec une volonté politique forte, une mobilisation efficace des ressources et une collaboration renforcée, nous atteindrons l'objectif ambitieux d'un continent exempt de PPR d'ici 2030. 48 heures de partage d'expérience. Les recommandations issues de ces assises permettront à la région d'Afrique centrale d'élaborer un plan directeur efficient. Dans ce journal, on parle également éducation. Après la modification du calendrier scolaire pour cette année académique, des responsables d'établissements s'attellent à boucler les programmes, mais surtout à renforcer les aptitudes des élèves à travers plusieurs tests. Cas palpable, l'organisation des examens blancs dans les lycées et collèges du Grand Libreville. Nathalie Oké, Gérard Mindou. Préparer les apprenants aux examens officiels, peaufiner leur formation, jauger leurs aptitudes, voilà en quoi se résume la tenue des examens blancs, notamment le BEPC K du CS Léomba 1. C'est important de faire l'école pour se rendre heureux. Sa mère, elle dépense de l'argent chaque jour pour te mettre à l'école. Ça parle de l'Algérie qui a coupé Internet parce que les élèves trichaient dans les centres d'examen. Nous avons débuté par les épreuves orales. Ces épreuves orales se déroulent en 2 jours. Nous avons plusieurs matières à l'écrit. C'est seulement l'anglais qui est à l'oral, comme c'est l'écrit qui commence demain. Ce sont les mathématiques, la science physique et la SVT, sciences de la vie et de la terre. Un peu stressé pour ses futurs brevetés, mais de l'autre côté,
Leurs aînés de l'Institut Immaculée Conception planchent sur la phase théorique du bac blanc. On est dans un examen blanc grandeur nature, c'est-à-dire on veut s'arrimer à ce qui se fait à l'examen national. C'est un entraînement que nous faisons à nos élèves pour pouvoir faire des remédiations derrière et mieux les préparer donc à l'examen national. Une première évaluation test qui a un seul objectif, la remédiation pour les élèves présentant des lacunes. Un aperçu de ce qui les attend dans quelques mois selon le calendrier révisé. Et tout semble désormais rentrer dans l'ordre à l'ENES. La grève qui paralysait l'école normale supérieure est levée et cette annonce résulte de l'Assemblée générale organisée hier par le syndicat national des enseignants-chercheurs. Bienvenue Nelkem et Didier Alpha Boningue. Les signaux sont à nouveau ouverts à l'école normale supérieure. La grève, démarrée en novembre dernier, vient d'être levée au cours de cette assemblée générale du syndicat national des enseignants-chercheurs. Nous, enseignement supérieur, avons pris la ferme résolution de ne plus nous intéresser aux affaires de l'éducation nationale. Puisque jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours dénoncé leur immixtion dans la gestion interne de nos affaires de l'enseignement supérieur, qui n'ont pas pris le temps de lire tout ce qui entoure les ordonnances qui créent en même temps leurs instituts et en même temps l'université des sciences de l'éducation. Seul un établissement d'enseignement supérieur peut former aux différents diplômes de l'enseignement supérieur. Tout semble rentrer dans l'ordre. La présidente du Sénat soit la médiatrice auprès du président de la République. C'est grâce à elle que notre image a été lavée devant le président de la République. Et un aura spécial à notre ministre, qui est notre collègue, certes, mais c'est en tant que ministre de l'enseignement supérieur qu'elle a, en moins de 2 semaines, réglé un problème qui dure depuis 30 ans. Le retrait de la banderole, un acte consécutif à la décision qui vient d'être prise. Les revendications étaient la sortie de la co-tutelle avec l'éducation nationale. Et le deuxième point, le maintien du professeur Nzambo comme directeur général de l'école normale supérieure. Les syndicalistes de l'ENES, montés au créneau il y a 4 mois, se félicitent de la sortie de la co-tutelle avec l'éducation nationale. Allez, on va aller joindre tout de suite notre point focal. Dave Moubele-Pendi, vous êtes présentement du côté du ministère de l'Intérieur. Voilà, on vous aperçoit. Dave, bonsoir. Peut-être nous faire le point des activités de ce jour. Écoutez, bien le bonsoir à Arnaud Manza, bonsoir à nos amis téléspectateurs. Nous sommes donc local du ministère de l'Intérieur, ça vous le savez, à l'avenue de Cointé. Il est donc question pour nous de vous faire le point des activités glanées là depuis le début de la journée. C'est un peu le calme plat, il faut l'avouer. L'ensemble des commissions de travail est justement devant moi. Vous pouvez le voir en direct. Le départ du ministre donc de l'Intérieur qui quitte ses bureaux ici à l'avenue de Cointé, c'est inédit, c'est en direct sur Gabon Première et on peut vivre cela également. C'est aussi ça, donc l'effet du direct sur la télévision nationale, le départ de l'autorité ministérielle qui demande bien jusqu'à cette heure très avancée de la nuit, comment donc le travail est toujours continu, d'arrache-pied, on fait tout en fait pour que nous puissions être dans les normes en termes de l'organisation de ce scrutin présidentiel-là. C'est justement de la grosse qualité parvenir justement à voir le ministre et là, qui quitte donc ce bureau. On peut s'imaginer qu'il a pu avoir une journée bien fournie. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. On vous prend comme ça dans le cachot, on s'imagine bien que pour vous les matinées commencent très tôt et les journées finissent également très tard. On peut se dire qu'il y a beaucoup de volume de travail en ce moment. Ça monte en puissance au niveau de l'organisation de l'élection présidentielle quand même. Oui, quand même. Nous sommes le 19 avril, donc l'échéance ne fait que se rapprocher. On essaie en ce qui nous concerne d'être prêt, en ce qui concerne ce travail d'examen des dossiers de candidature, pour que dans les délais nous puissions faire connaître la liste des 9 membres qui auront été retenus. Et après ça, il faudra commencer à recevoir les formulaires, donc recevoir les candidats, donc remplir toutes les formalités, récupérer les dossiers. Après le temps de l'examen de ces dossiers, et le grand rendez-vous que nous aurons, ce sera la mise en place des commissions électorales locales et consulaires. Donc nous avons ce calendrier qui est déroulé. Il nous reste maintenant à remplir les cases.
On vous prend comme ça d'un jour, on peut s'imaginer, on peut évidemment se poser la question de savoir comment est constituée la journée du ministre de l'Intérieur. Au fur et à mesure qu'on approche à cette date fatidique du 12 avril, on sent la pression monter quand même. Un seul mot, exaltante. C'est une journée qui est exaltante. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui sont pleinement engagés, qui ont la pleine conscience de la sensibilité, de la complexité de la tâche et surtout des médias qui nous accompagnent comme vous. Merci encore pour votre soutien. Monsieur le ministre d'en regagner son domicile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous là pour nous passer quelques informations. Monsieur Deputo, écoutez, on l'a dit, ça travaille au ministère de l'Intérieur. L'ensemble des départements bougent. C'est vous dire, Arnaud Manza, vous vivez ces instants en direct avec nous. C'est exactement comme a dit le ministre, la complexité de la tâche dévolue à son département ministériel qui travaille d'arrache-pied. Et je peux apercevoir également Arnaud Mengue, mon caméraman, va pouvoir me suivre. Voilà, donc le conseiller en communication du ministère de l'Intérieur qui lui également a été encore justement là dans ce département ministériel. Monsieur le conseiller, c'est quand même une peine de vous avoir également. Avec vous, on peut évoquer les sujets les plus importants du ministère, notamment cette question en rapport avec le bulletin de vote qui défraie la chronique sur les médias et en ligne présentement. Que peut-on retenir sur cette question de ce débat qui défraie la chronique? On a parlé effectivement de bulletin unique, mais il n'en est rien. Et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est longuement exprimé dans le journal L'Union de ce jour pour dire que lors des travaux de la rédaction de l'avant-projet du Code électoral et même dans la mouture finale qui a été adoptée, l'article 121 a bien maintenu l'utilisation de l'enveloppe à coller. Avec l'enveloppe à coller, on ne peut pas utiliser un bulletin unique. Voilà, donc le gouvernement avait deux possibilités, ou changer déjà le code électoral qui n'a même pas encore fait son chemin, ou alors, et en changeant ce code électoral, il le ferait par ordonnance, puisque en ce moment le Parlement est en intersession parlementaire. L'autre choix, c'était de prendre un décret pour repréciser le bulletin avec lequel on va voter. Alors, ce décret a été pris. Il s'agit du décret numéro 0109 du 14 février, qui reprécise bien dans son article 2 qu'il y aura un bulletin distinct pour chaque candidat. D'accord. Voilà. Il s'agit donc des bulletins distincts pour les candidats qui s'accommodent de l'enveloppe à coller. D'accord. L'enveloppe à coller, justement, on peut s'imaginer, j'aurais bien souhaité qu'on ait un exemplaire, on vous prend deux cours, c'est vrai, une partie blanche qui est donc la partie réservée au choix attendez une minute, je veux... Ah ouais, écoutez, Arnaud Manza, nous sommes en direct, on n'a pas le choix, nous sommes en direct, auprès de votre parole en patience, on aura l'occasion d'avoir toutes les informations possibles. En France, c'est facile, comprendre justement comment fonctionne ce principe-là. Monsieur le conseiller qui a donc dans sa... Je vais en avoir ici. Voilà, donc il va fouiller, voilà, et nous sortir, voilà, justement. Voilà. Donc là, on a l'enveloppe à coller, voilà. Donc faites une partie blanche et une partie alors, voilà. grisonnante. Ouais. L'enveloppe à coller, c'est bien celle-là. Et comment ça fonctionne? D'accord. Si, par exemple, si on adoptait le bulletin unique, on prendrait le bulletin unique et on le mettrait dans la partie vote. Et la partie poubelle serait vide. Alors que pour que le vote soit valide, il faut que le bulletin choisi soit ici et qu'on retrouve les bulletins non choisis dans la partie poubelle. D'accord. Alors, donc, on a reprécisé que ce sont les bulletins distincts pour chaque candidat. S'il y a 10 candidats, il faut qu'on retrouve le choix ici et les 9 autres bulletins ici pour que le vote soit valide. D'accord. Donc, le bulletin à coller a été réaffirmé à l'article 121 du Code électoral actuel. C'est pourquoi le gouvernement donc a reprécisé que nous irons sur le système de bulletins distincts pour chaque candidat. D'accord. Voilà. Pour utiliser l'enveloppe à coller. Voilà. Qui ne s'accommode pas du bulletin unique. En fait. Voilà. Ça peut expliquer justement, on ne parlera pas de rétropédalage du gouvernement, mais plutôt de précision de notre technique. Hein. C'est du réalisme politique. Le gouvernement n'a pas fait de rétropédalage, mais a corrigé une erreur matérielle. D'accord. Écoutez, on ne va pas vous laisser partir sans parler du compte prévisionnel. On parle beaucoup de campagne. C'est une exigence aujourd'hui ou pas finalement? Et c'est quoi exactement ce qu'on appelle le compte prévisionnel? Le compte prévisionnel, c'est... On va parler en français facile. Facile, oui. C'est l'argent que chaque candidat met à disposition pour battre campagne et pour aller à l'élection présidentielle, dans le cas d'espèce. Alors, dans le code électoral, à l'article 119, je crois, il est dit que chaque candidat présente un compte prévisionnel fait de dépenses et des revenus
avant d'aller en campagne. D'accord. Mais pour cette élection, l'article 377, dans les dispositions finales de ce code pénal, exempte la présentation de ce compte prévisionnel de campagne pour cette élection. Donc, pas de compte prévisionnel pour cette élection. En revanche, il y aura un compte d'exécution à la fin de l'élection. Chacun viendra dire, voilà ce que j'avais, voilà ce que j'ai dépensé. Tout cela, c'est pour essayer de moraliser la vie publique, pour amener vers une certaine équité. D'accord. Parce que, je vous rappelle que pour l'élection présidentielle, le plafond est fixé à 10 milliards pour le premier tour et 5 milliards à ne pas dépasser pour le second tour. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut au moins avoir ce montant-là pour tenter aller à l'arène politique. Ce sont des plafonds à ne pas dépasser parce que si on veut être candidat à l'élection présidentielle, comme on le dit couramment, qui veut aller loin ménage sa monture. Naturellement. Donc même au niveau de la caution de 30 millions même les plafonds sont ceux-là que je viens d'indiquer. D'accord. 10 milliards pour le premier tour et 5 milliards pour le second tour. Voilà. Les justifications de ces différents montants sont assujetties à un remboursement ou pas, finalement. Je justifie pourquoi si je suis candidat, par exemple. Non, je crois que les remboursements, c'est tout autre chose. Je crois que les remboursements sont adossés à la caution que le candidat donne et au prorata du pourcentage que chacun fait lors du scrutin. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est une autre paire de mots. Il faut s'éviter d'avoir les 2 ou 3% pour ne pas se faire rembourser, en fait. Monsieur le conseiller, merci d'avoir joué le jeu avec nous ce soir. C'est moi. Ben voilà. Donc, écoutez, Arnaud Manza, ça a été un plaisir de vous servir. Voilà, donc toutes ces informations fraîches, avoir 2 autorités du ministère, l'autorité numéro 1 du ministère de l'Intérieur, la place ici, donc, on le sait, l'avenue de Cointet, et le conseiller en communication pour évoquer des questions d'ordre technique, autant d'infos à recueillir. On sera donc encore très ravis de vous servir demain avec la même détermination et la même dynamique. Bonsoir chez vous. Au revoir. Merci beaucoup, Dave, pour toutes ces informations. Merci au ministre de l'Intérieur et au conseiller en communication pour toutes ces précisions. Mais également, merci pour ces belles images faites par Arnaud Mengue. Sachez que tout